Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. Réunion jusqu'à ce vendredi à Abuja des chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au sujet du coup d'État au Niger. L'organisation se retrouve en première ligne dans la gestion de cette crise. Après avoir pris des mesures de rétorsion économique et de blocus, la CEDEAO continue de brandir la menace d'une éventuelle intervention militaire au Niger si le président de la République Mohamed Bazoum n'est pas rétabli dans ses fonctions. Le plan national de développement ivoirien, une stratégie gouvernementale lancée il y a plus de 10 ans. Développement, croissance, quel bilan? Les objectifs ont-ils été atteints? Nous ferons le point dans ce journal. Le forum d'investissement Cameroun-Émirats Arabes Unis se poursuit à Yaoundé. Cet événement met l'accent sur les partenariats économiques entre les deux pays. Le Cameroun entend à travers ce forum attirer plus d'investissements émiratis. Une réunion des chefs d'état-major des armées des États membres de la CEDEAO s'est ouverte ce mercredi 2 août au Nigeria sur la crise nigérienne. Depuis le coup d'État au Niger, le 26 juillet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest déploie une activité diplomatique intense qui mêle sanctions et menaces d'intervention militaire. Intervenir militairement, l'hypothèse n'est pas exclue, mais la CEDEAO précise que celle-ci serait la dernière option envisagée pour restaurer l'ordre constitutionnel. Nathalie Mo. L'éventualité d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger se précise alors que le délai pour la restauration du pouvoir du président Mohamed Bazoum approche. Le 2 août 2023 à Abuja, capitale nigériane, le comité des chefs d'état-major de la défense, CCDS, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a tenu une réunion extraordinaire, reconnaissant la complexité d'une opération armée contre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le CCDS, a indiqué que tous les moyens seront déployés pour un retour à la démocratie au Niger. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être paralysés par ces défis. Au lieu de cela, nous devons les affronter de front en nous appuyant sur nos expériences partagées, notre sagesse et la force de notre détermination collective. Pour la classe politique nigérienne opposée aux sanctions du bloc communautaire ouest-africain, un recours à la force serait une agression, une violation de la souveraineté du pays. Le général Abdourahmane Tiani a dans un discours à la télévision nationale déclaré que le Niger ne cédera à aucune menace. Je m'oppose à toute velléité d'intervention militaire extérieure. Je m'oppose également à toute sanction dont les effets néfastes sur des populations déjà meurtries ne feront qu'aggraver la situation déjà catastrophique. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, qui ont affiché leur soutien au CNSP du Niger et aussi la Guinée-Bissau, n'ont pas pris part à cette réunion du comité des chefs d'état-major de la défense de la CEDEAO. Sur le plan diplomatique, l'organisation régionale a également entrepris des consultations avec la junte nigérienne pour éviter une intervention militaire et parvenir à une solution négociée entre les parties prenantes. Le Sénégal enverra ses soldats si la CEDEAO décide d'une intervention militaire au Niger. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall qui s'exprimait devant la presse. La conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va, les mots de la ministre. Cette éventuelle intervention ferait suite au coup d'État survenu au Niger le 26 juillet et à l'ultimatum posé par l'organisation sous-régionale. Cette prise d'opposition du Sénégal intervient à quelques jours de l'échéance de l'ultimatum fixé donc par la CEDEAO aux putschistes nigériens pour rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum. Alors que l'ultimatum arrive à son terme ce dimanche, le général Abdourahmane Tiani, lui, a rejeté les sanctions imposées par l'organisation. Le général qui s'est exprimé ce mercredi soir dans une allocution télévisée a déclaré que le Niger ne se plierait pas aux pressions régionales et internationales.
Le plan national de développement 2021-2025 demeure au cœur de la stratégie du gouvernement ivoirien visant la transformation économique du pays. Investir dans les infrastructures pour créer de la croissance est le maître mot de ce plan, tout comme les autres, le PND 2012-2015 ou encore celui de 2016-2020. Alors, plus de 10 ans après le lancement de cette stratégie globale de développement économique, quel bilan? Élément de réponse dans ce reportage de Marcel Kouassiamoin. En Côte d'Ivoire, les réalisations économiques enregistrées par le pays sur la période allant de 2012 à 2020 présentent des résultats satisfaisants selon les autorités. L'exécution des plans nationaux de développement PND 2012-2015 et 2016-2020 ont permis à l'État de Côte d'Ivoire d'enregistrer un taux de croissance s'établissant en moyenne à près de 8%, positionnant ainsi l'économie ivoirienne parmi les plus dynamiques du continent. Le revenu par tête a également doublé pendant cette période pour s'établir à 2 287 $ américains en 2020, correspondant à l'un des plus élevés en Afrique de l'Ouest. Ces plans nationaux de développement ont permis d'enregistrer des avancées notables dans des domaines vitaux tels que l'électricité, l'eau potable, la santé et l'éducation, améliorant ainsi sensiblement les conditions de vie des populations. Le troisième plan national de développement, qui couvre la période allant de 2021 à 2025, met l'accent sur plusieurs actions. Il s'agit notamment de l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de grappes, le développement du capital humain, la promotion de l'emploi, le développement du secteur privé et de l'investissement, ainsi que la préservation de l'environnement et le renforcement de la gouvernance. La Côte d'Ivoire ambitionne également de mobiliser près de 59 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025, attendue principalement du secteur privé. Objectif visé, réduire les disparités régionales et sociales, doubler le revenu par habitant et réduire de moitié le taux de pauvreté. Le troisième plan devrait permettre à la Côte d'Ivoire de se positionner dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs, en doublant le revenu par habitant en 2025. Afin de permettre aux pays d'Afrique de l'Ouest d'intégrer le cercle des pays émergents dans la tranche supérieure de revenus à l'horizon 2030, les autorités ivoiriennes poursuivent la mise en œuvre de réformes, notamment en matière de gestion des finances publiques, d'amélioration du climat des affaires, du renforcement de la lutte contre la corruption, la consolidation de la bonne gouvernance, la digitalisation de l'économie. Le forum d'investissement Cameroun-Émirats Arabes Unis, ouvert depuis le début de la semaine à Yaoundé, se poursuit dans la capitale camerounaise jusqu'à samedi. Cet événement qui entend promouvoir la coopération économique rassemble des investisseurs et des chefs d'entreprise des deux pays, Émirats Arabes Unis et Cameroun. Le Cameroun qui entend à travers ce forum exposer ses opportunités d'investissement. Reportage Séverin Douqueux. Le forum d'investissement Cameroun-Émirats Arabes Unis s'est ouvert le 2 août 2023 dans la capitale camerounaise Yaoundé. Un rendez-vous d'affaires de 5 jours initié par l'Agence de promotion des investissements du Cameroun et dont l'objectif est de permettre aux investisseurs des Émirats Arabes Unis de découvrir les atouts et potentialités d'investissement qu'offre ce pays d'Afrique centrale ou encore contribuer à la croissance des échanges entre les deux partenaires, toutes choses qui devraient contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Spécifiquement, cette mission retour a pour objectif contribuer au renforcement des échanges, d'une part, entre les promoteurs de projets publics ou privés camerounais et des investisseurs émiratis en vue d'éventuelles ententes susceptibles de créer des flux d'investissement des Émirats Arabes Unis vers le Cameroun et d'autre part, entre le gouvernement camerounais et émirati en vue d'enrichir le cadre de coopération économique.
Table ronde, séances B2B, B2G, mais aussi des visites de sites en relation avec les secteurs cibles, notamment l'automobile, les TIC, la technologie, mais aussi l'infrastructure énergétique, sont des grandes articulations qui vont meubler cette visite d'affaires. Dans sa marche pour son développement, le Cameroun compte également sur les investissements directs étrangers. 8 protocoles d'accord avaient préalablement été signés dans le cadre d'une prospection faite par les autorités camerounaises aux Émirats arabes unis en 2022. La concrétisation de ces accords devrait permettre de stimuler les investissements directs étrangers du pays, estimés à 487,7 milliards de francs CFA, selon l'Institut national de la statistique du Cameroun, INS. Le gouvernement de ce pays veut créer des facilités pour vous permettre les marchés. Mon rôle de directeur du commerce et des échanges des Émirats arabes unis est d'aider nos membres et d'autres partenaires à profiter de nouvelles opportunités de marché dans votre pays. La SND 30, la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030, met en accent sur le développement infrastructurel. Les besoins pour la réalisation des objectifs de ce document se chiffrent à 88 000 milliards de francs CFA. Les préalables pour y parvenir passent par un secteur privé fort, des ressources du privé fortes et d'importants investissements étrangers. L'effondrement du Naira, la monnaie du Nigeria face au dollar américain, c'est l'une des conséquences de la libéralisation progressive du marché d'échange. Cette situation reflète les graves difficultés économiques du pays. La situation est telle que rien qu'au cours du seul mois de juillet, les réserves extérieures du pays ont perdu plus de 160 millions de dollars. Les précisions de Mildred Diamou. La monnaie nigériane, le Naira, continue de perdre sa valeur face au dollar américain. Une dépréciation qui a entraîné une perte estimée à 167,2 millions de dollars des réserves extérieures du pays au mois de juillet 2023. Selon les données de la Banque centrale du Nigeria, les réserves extérieures de ce pays d'Afrique de l'Ouest sont passées de 34,12 milliards de dollars au 30 juin 2023 à 33,95 milliards de dollars au 28 juillet 2023. L'outil principal et assez rapide, c'est d'augmenter les taux d'intérêt, rendant l'argent beaucoup plus cher et les placements financiers plus intéressants, attirant ainsi des investisseurs étrangers qui devront acheter du Naira pour pouvoir placer leur argent sur le marché nigérien. Le fait d'acheter du Naira va augmenter la valeur de cette monnaie par rapport au dollar. Depuis la décision de la Banque centrale du Nigeria de faire flotter librement le Naira le 14 juin 2023, la monnaie nigériane n'a cessé de fluctuer et se déprécier face au dollar. Ce flottement de la monnaie nigériane visait à combler l'écart entre les taux de change officiels et ceux du marché noir. Seulement, la décision a fait chuter le Naira de 36% sur le marché officiel en juin 2023. Ainsi, au cours des 2 dernières semaines, le Naira est passé de 820 le dollar à 868 le dollar sur le marché parallèle. Pendant ce temps, le taux de change officiel du Naira était de 784,91 le dollar et a atteint un sommet de 830 le dollar avant de s'établir à 756 le dollar. Jouer sur les taux d'intérêt, c'est peut-être bien, mais ça aura une autre conséquence sur l'activité économique du Nigeria. L'autre levier sur lequel on peut jouer, c'est le taux de croissance. Lorsqu'on devient un pays exportateur au lieu d'être un pays importateur, on a une meilleure perception de la part des investisseurs et cela se traduit aussi par une augmentation de la valeur de la monnaie locale. L'Association des opérateurs de bureaux de change du Nigeria estime que pour s'attaquer immédiatement à cette dépréciation du Naira, le gouvernement devrait garantir des financements étrangers supplémentaires afin d'améliorer la liquidité. La Banque centrale du Nigeria, de son côté, prévoit des mesures dans les semaines à venir pour répondre à la pression de la demande sur le taux de change du pays. Des millions de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire au Soudan du Sud. La situation est bien sûr très préoccupante. Elle est relative au conflit, aux mauvaises conditions macroéconomiques, aux événements climatiques extrêmes, mais aussi à la baisse des financements des programmes humanitaires. Face à l'ampleur de la catastrophe, l'ONU appelle à une plus grande mobilisation afin d'éviter une aggravation de la crise alimentaire. Amen Edji.
Suite à une visite au Soudan du Sud, les chefs des entités de l'ONU spécialisées dans l'alimentation et l'agriculture ont appelé à des investissements accrus dans le pays pour éviter une crise alimentaire catastrophique. Cette visite intervient après que le rapport conjoint des Nations Unies sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023 a révélé que 122 millions de personnes supplémentaires souffrent de malnutrition chronique depuis 2019. Quand à l'époque on disait que le Soudan est un pays pétrolier, en fait, l'essentiel de ce pétrole était dans le sud. Et donc, depuis que le Soudan du Sud est devenu indépendant, elle est assise sur une manne pétrolière non négligeable, donc source de revenus, pour financer son agriculture. Elle dispose de terres arables, contrairement à certains pays de cette zone où il n'y a que le désert, sauf, par exemple, dans les rivages du Nil. Et elle a une population jeune. Donc, tous les facteurs pour atteindre son autosuffisance alimentaire sont réunis. L'urgence humanitaire au Soudan du Sud est due à la combinaison d'un conflit, du climat et de la flambée des prix des denrées alimentaires. Rester inactif engendrerait des pertes en moyens de subsistance pour des millions de personnes, d'où des investissements et politiques favorables améliorant la sécurité alimentaire, la résilience et l'adaptation au climat sont nécessaires. Malheureusement, depuis son indépendance, elle est dans une situation de crise, de guerre larvée ou de guerre chaude. Donc, ce n'est pas du tout un environnement propice à une exploitation agricole. Et même avec le pétrole qu'elle a, elle aurait pu se dire, je vais aller acheter les denrées dont mes populations ont besoin que je ne peux pas produire, je vais aller l'acheter sur les marchés extérieurs. Là aussi, l'augmentation des prix suite à la guerre en Ukraine rend cette solution-là très difficile à appliquer. En tout cas, ce qu'elle achète, elle est obligée de le revendre à des prix forts. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait fondamentalement, c'est que la paix revienne au Soudan du Sud. Il faudrait que les différentes factions arrêtent de faire la guerre et décident de gérer en commun ce pays. Ce pays est le leur et il n'ira que là où eux l'auront mené. Au Soudan du Sud, l'agriculture de subsistance reste une activité largement pratiquée par plusieurs familles. Selon Alvaro Lario, directeur du FIDA, avec seulement 4% des terres agricoles cultivées et 80% des jeunes vivant dans les zones rurales, il existe une énorme opportunité de croissance et de développement de l'agriculture et du secteur alimentaire en général. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.